Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Isabelle Laurent. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgienne, vous êtes aussi élue communiste à la mairie de Vitry-sur-Seine. On va parler de la situation de l'hôpital public, de la santé en France. Mais d'abord un mot quand même sur l'affaire de Vincent Lambert. Comment on y répond à ce cas qui est un cas isolé, qui est un cas précis, celui de Vincent Lambert? Qui doit prendre une décision? Qui a la légitimité surtout pour prendre une décision? C'est la justice, c'est la famille, ce sont les médecins? Qui décide? Moi, ce que je crois, personnellement, je n'ai pas d'opinion à donner sur ce dossier. Ce que je crois qu'il montre, ce dossier, c'est combien il n'y a pas de vérité dans un sujet comme ça. Et tout ce qui tend à formaliser, à donner des vérités, à donner des cadres généraux dans des histoires aussi complexes et aussi intimes que la fin de vie, pousse la société à des catastrophes. Ce dossier est une catastrophe. Tous les protagonistes sont tellement convaincus, sincèrement convaincus. Il me semble que ce débat tel qu'il se mène dans la société sur l'euthanasie conduit à ces catastrophes. Je crois vraiment que, ça ne peut se faire, l'accompagnement, d'ailleurs la loi actuelle, eh bien c'est un accompagnement tranquille, ça ne peut se faire que dans un rapport qui est un rapport tranquille, sincère, qui met du temps et du respect des différents protagonistes. Mais qu'est-ce qui fait que, pour la peine, tout le monde a une opinion? Tout le monde se dit il faudrait débrancher, au contraire, il faudrait... Enfin, chacun dans la société a une opinion parce que chacun est confronté sur ce type de problème. Tout le monde ne l'est pas forcément, mais c'est un sujet qui peut arriver à n'importe qui. Vous qui êtes professionnel de la santé, comment ça se passe concrètement? C'est des discussions avec les familles, c'est une concertation? Là, on voit bien qu'il y a un blocage, il y a une partie de la famille qui voudrait arrêter les soins pour Vincent Lambert, une autre qui ne le veut pas, les médecins souhaiteraient plutôt arrêter visiblement. Comment on prend une décision? C'est quand même des décisions qui ne sont pas simples à prendre. En fait, le plus souvent, c'est quelque chose qui se passe, si c'est possible, de bonne façon, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement. La loi actuelle, elle permet la sédation profonde. La sédation profonde, ça fait quoi? Ça fait que la personne n'a plus de douleur, ni physique, ni morale. Et ça s'inscrit dans le temps, et de plus en plus il y a besoin d'antalgiques, et de plus en plus il y a besoin de tranquillisants qui finalement accélèrent un processus, mais qui n'est pas l'injection d'un produit, c'est la fin et l'histoire elle est écrite comme ça. La deuxième chose, je crois que ce qui tend beaucoup dans la société, c'est qu'on est dans une société qui a complètement... La mort a toujours été un tabou. Quand on regarde les peintures rupestres, c'est une façon de transcender la mort. C'est-à-dire que la mort est toujours insupportable. Aujourd'hui, on est dans un déni de mort. Il y a plus de la moitié des gens de moins de 40 ans qui habitent dans la métropole parisienne qui n'ont jamais vu un mort. C'est-à-dire que le mort, il est plus... Avant, le mort, c'était accompagné dans la famille, par les voisins, le village. Enfin, il y avait tout un processus collectif. Aujourd'hui, la mort, elle n'existe plus dans le quotidien et dans la réalité de vie des gens. Et du coup, ça devient quelque chose qui cristallise terriblement, puisque ça n'existe plus du tout. Ça n'est plus un tabou, c'est un déni. Et moi, je crois qu'il faut réintroduire le processus de mort, l'accompagnement. Il n'y a pas de vie sans mort. Voilà. Deuxième chose, c'est que on est quand même face à une vraie réalité quand les gens parlent de fin de vie épouvantable. Ce qui est vrai, c'est que le faible développement des soins palliatifs fait que malheureusement, les familles qui racontent des fins de vie inacceptables ont raison de le dénoncer. Et on va revenir sur justement les conditions d'accompagnement des familles, mais quand même justement pour avoir votre sentiment, votre avis aussi sur cette question de la fin de vie. C'est une question de société importante, ça le devient de plus en plus. En 2017, Mélenchon proposait par exemple d'organiser des suicides assistés. Il allait même plus loin en disant qu'il y avait un lien direct entre le droit à l'avortement et le droit du suicide assisté. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Je crois mais surtout ce que je crois, en tout cas dans ma pratique de médecin,
Ça ne se passe jamais comme ça, en vérité. Alors, oh là là, la catastrophe. C'est pas grave, on tournera pas, ça c'est loin. Ça prend le micro. Donc, dans ma pratique de médecin, moi, j'ai jamais été confrontée à cette réalité-là. La réalité, elle est qu'il y a des familles avec qui on parle longuement, des malades, souvent, on a une longue histoire. On s'est compris, on se comprend pas seulement par les mots, on se comprend par les gestes, par les regards. Et finalement, s'il y a une attention collective portée à l'accompagnement, les choses ne se font jamais de façon aussi brutale. Ça veut dire que pour vous, il ne faut pas légiférer? C'est certain, parce que si on légifère, ça veut dire qu'il y a un cadre général. Or, pour moi, c'est toujours des cas particuliers. Et la deuxième chose, c'est que, comment dire, oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de cadre général. Où est-ce que c'est la limite, comment on fait, etc. Je crois que, d'ailleurs, même en Belgique où ils ont légiféré, il y a encore des débats parce que, évidemment, il n'y a pas une réponse générale à ces cas particuliers. Et la deuxième chose, c'est que si on légifère, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on considère qu'il y a des vérités. Et la seule vérité, moi je pense que c'est vraiment le respect du malade, de sa famille, de ses accompagnants. Si on revient sur le cas de Vincent Lambert par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui, celui qui a la possibilité de décider du sort de Vincent Lambert, c'est la justice. La justice qui a ordonné aux médecins de continuer les précisément. soins auprès de Vincent Lambert. Donc moi je redis que je pense que je ne suis pas en mesure de donner un avis personnel sur le sujet. Ce que je crois, c'est qu'il faut que la société se donne les moyens de ne pas arriver à des impasses pareilles. Parce que de toute façon, il n'y a aujourd'hui que de la douleur qui peut sortir de cette histoire-là. Et pour ne pas se retrouver dans des situations pareilles, je crois qu'il faut remettre la mort dans le quotidien, dans la normalité des processus de vie. Il faut accompagner la mort et se donner les moyens de soins palliatifs. Et puis, il faut avoir une pensée collective sur le sujet. Justement, vous parlez de pensée collective, vous avez dû voir ces images, celles des conservateurs qui se sont réunis à Paris, avec le sourire aux lèvres, criant victoire. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'état de notre société? Là, on est sur des questions éthiques, on sait que c'est un sujet qui va revenir bientôt d'ailleurs par la voix du gouvernement. Oui, ça, moi, je trouve, évidemment, j'étais comme beaucoup assez stupéfaite et même choquée. Et ce que je crois, c'est que... L'avocat des familles avait parlé de remontada. Oui, ce que je crois, c'est que quand la communication prend le dessus sur la pensée collective, on arrive à des caricatures insensées et qui, évidemment, quand on voit en même temps les images de ce pauvre garçon, c'est insupportable. Alors derrière les images de ce jeune homme, justement, de Vincent Lambert, il y a plus en creux, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'accompagnement des familles, c'est aussi l'accompagnement des patients. Comment vous voyez justement l'évolution de cet accompagnement, la qualité des soins des patients en France? Elle progresse selon vous ou est-ce que justement... Moi je pense qu'on est en régression. Je crois qu'on est passé on était le premier système de santé au monde il y a 20 ans. De mémoire, je crois que quand on regarde les classifications, on est passé au 22e rang. Ce qui est sûr, c'est que les baisses de moyens, les baisses de personnel, etc., c'est lamentable ce qui est en train de se passer. Et alors, pour ce qui concerne les soins palliatifs, évidemment qu'on on n'est pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait faire. Comment vous qualifiez justement la politique de santé de ce gouvernement ? De ce gouvernement, et j'ai envie de dire de quelques gouvernements qui l'ont précédé, parce que, pour mémoire, en 1985, l'OMS alertait sur le fait que le numerus clausus en France allait produire une pénurie de médecins dramatique 20 ans après. Et de gouvernement en gouvernement, on a supprimé les médecins, mais on a supprimé les kinésithérapeutes, on a supprimé les infirmières, on a supprimé les aides-soignantes. C'est-à-dire qu'on est dans un système... On dit qu'il faut que les gens entrent à domicile. C'est très très bien que les gens rentrent le plus possible à domicile. Moi personnellement, je suis même pour le développement des soins palliatifs à domicile. Encore faut-il qu'il y ait les moyens de rentrer à domicile et qu'on puisse avoir des kinésithérapeutes à la maison, qu'on puisse avoir des aides pour le ménage, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est quand même dans un sujet qui est collectivement et individuellement trop important, trop sérieux pour, à partir d'un cas particulier, tendre les choses et se cacher finalement derrière
s'éviter les vrais débats, c'est comment on développe les soins palliatifs, comment on permet aux gens d'avoir un traitement de la douleur, tout simplement, d'avoir des conditions d'hygiène dans les hôpitaux qui se sont dégradées. Clairement que la tarification à l'activité a été le coup de grâce de ce qui était le fleuron du système de santé, du meilleur système de santé au monde. Maintenant, il n'y a plus que ça, hein, il n'y a plus que la logique comptable. Hein. Mais il se trouve que ma maman est hospitalisée depuis 2 jours. J'ai découvert que dans le service où elle était hospitalisée, il n'y a plus de sonnettes au lit des malades parce qu'il n'y a plus de sous pour remplacer les sonnettes cassées. On se croit dans un pays sous-développé. Et il y a une pénurie aussi, on a appris la semaine dernière ou il y a 2 semaines qu'il y avait une pénurie aussi de recrutement du personnel infirmier, du personnel soignant. Est-ce que ça veut dire aussi que le métier de soignant est en train d'être dévalorisé aussi dans le pays? Il y a plus de... Ce qu'il y a, c'est que pénurie, encore faut-il qu'on arrête. Oui, c'est ça, hein, qu'on arrête les concours sélectifs. Alors là, on est arrivé à un tel niveau qu'il semble que ça va remonter, mais on est très loin des besoins. On parle de la pénurie des déserts médicaux. Et on veut imposer à des gens d'aller habiter... d'abord, ce qu'il faut savoir pour ce qui est des médecins, c'est qu'ils ont quand même tout le temps de l'internat et du clinica où ils travaillent dans des endroits qui sont liés à leur classement dans leurs études. Donc, il y a tout un temps où ils n'exercent pas, où ils le souhaitent. Mais surtout, s'il n'y a pas de pénurie de médecins, quand il n'y avait pas de pénurie de médecins, il n'y avait pas de déserts médicaux. Enfin, c'est simple, hein. J'ai une dernière question, Isabelle Laurent. Ce week-end, on vote aux élections européennes. Je l'ai dit, vous êtes aussi une élue municipale. Que doit l'Europe, justement, en matière de santé? Déjà, premièrement, arrêter le pacte de stabilité, parce que quand même, le désastre du service public, du système de santé, mais aussi de la poste, de l'école, etc., c'est cette folie du pacte de stabilité. Il faut que les services publics sortent de cette logique et remettre des moyens. Et puis, moi, je pense qu'en général, il y a un truc qui serait pas mal en Europe, c'est le mieux-disant. C'est-à-dire que chacun a son expérience et puis il y a des pays qui ont peut-être un hôpital moins bien, mais des pratiques de médecins de proximité qui sont différentes. Il faut toujours chercher dans chaque pays qu'est-ce qui est le mieux pour les gens et pas pour les mieux pour l'argent. Merci beaucoup Isabelle Laurent. Merci.